À tous les pessimistes, et ils sont nombreux et j'en fais parfois partie, le monde ne court pas à la catastrophe et il va même beaucoup mieux que vous ne le croyez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité du jour. Bonjour Jacques Lecomte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être ici aujourd'hui au Figaro. Vous êtes docteur en psychologie et j'ai même lu que vous vous définissez parfois comme un incurable optimiste. Oui. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez » avec un point d'exclamation. C'est un véritable cri du cœur, si ce n'est un coup de gueule. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Sur quoi vous voulez nous convaincre, Jacques Lecomte? C'est-à-dire, c'est surtout que je fais le bilan de tas de recherches et d'abord de documents qui viennent de l'ONU, de l'ONU, de l'OMS, de la FAO, de l'UNICEF, plus des études scientifiques et qui nous montrent qu'en fait, en 15-20 ans, l'état du monde s'est nettement amélioré au niveau de l'humanité. Et au niveau, je dirais, de l'écologie, de l'environnement, il y a des choses qui vont certes moins bien, et en particulier le réchauffement climatique, ça c'est incontestable, mais il y a des choses qui vont nettement mieux. Et donc, globalement, la planète va mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais Jacques Lecomte, vous avez conscience aujourd'hui qu'avec une telle affirmation, votre discours peut surprendre. Certains vont vous taxer de candeur, si ce n'est d'optimisme béat. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Je leur réponds que je ne crois pas. D'abord, il y a trois messages finalement qui peuvent ressortir de mon livre. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est le titre du livre, Le monde va mieux qu'on ne le croit. Le deuxième, c'est que je ne suis pas naïf et oui, il y a bien sûr, ça ne veut pas dire que le monde va bien. Donc le monde, il va mieux qu'on ne le pense, mais il peut encore aller mieux. Ça, c'est le deuxième point. D'ailleurs, à chaque fin de chapitre, il y a un petit passage qui s'appelle « La prudence reste de mise », où je dis « il y a encore des améliorations à apporter ». Et le troisième aspect, c'est justement tenant compte de ces deux points, c'est-à-dire le monde va mieux qu'on ne le croit. Donc il y a eu des améliorations et il y en a encore à faire. Eh bien, inspirons-nous de ce qui a bien marché pour que ça aille encore mieux demain. Voilà un peu mon raisonnement. Vous défendez ce que vous appelez, l'optiréalisme. On va dire que c'est l'association d'un optimisme actif et de réalisme face au monde qui nous entoure. Mais est-ce que cette façon d'appréhender la réalité qui nous entoure, c'est pas un peu l'illusion qui sert à nous rassurer? J'aime bien ce que vous avez dit parce que vous avez tout de suite parlé d'optimisme actif. Et ce que j'appelle l'optiréalisme, c'est pas un optimisme de l'attente béate, le monde va bien et le monde va aller encore mieux, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un optimisme de l'engagement actif, effectivement, c'est-à-dire retroussons-nous les manches. On a aujourd'hui des connaissances qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui permet d'améliorer le monde. Eh bien, retroussons-nous les manches. Et quand je dis retroussons-nous, faut pas tomber dans une sorte de pessimisme de l'impossibilité, c'est-à-dire dire qu'il y a que les grands de ce monde qui peuvent y arriver. Chacun à notre mesure, on peut aussi avoir une action. Chacun peut agir à son niveau. Absolument. Comment on peut être optimiste aujourd'hui, Jacques Lecomte? Comment on peut porter même un regard optimiste sur ce monde qui va pas si bien pour beaucoup de gens? Je dirais que c'est presque, ça va dans le sens contraire de notre éducation, entre guillemets, de ce que notre quotidien nous inculque à travers le discours des politiques, à travers le discours des médias, même à travers le discours de nos proches parfois. Oui, absolument. Alors, c'est peut-être un premier pas, sans faire de la promo excessive, mais c'est de lire les données que je présente dans ce livre. Je vous donne quelques petits exemples au passage. En 25 ans, 2 milliards de personnes qui ont évité la sous-alimentation, voire la famine. Dans la même période, plus d'1 milliard qui sont sortis de la grande pauvreté. C'est des chiffres colossaux, c'est massif. Et ça, on ne le sait pas. Autre exemple, le paludisme qui diminue de 60% en une dizaine d'années. En France, les homicides en région parisienne ont baissé des 2/3 en 20 ans. Il y a beaucoup moins de meurtres aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais en France, mais pas seulement, dans l'essentiel de l'Occident, plus d'autres pays au Sud. Et donc, ces données-là sont peu répercutées par les médias. Et donc, évidemment, vous comprenez bien que sur une planète qui contient 7 milliards d'habitants, il y a forcément ici ou là du terrorisme, des meurtres, et des guerres, et de la pollution. Et ça, je ne vais pas le nier, c'est une réalité. Mais globalement, ce n'est pas l'essentiel de ce qui se passe dans l'existence de l'humanité aujourd'hui. Et donc, il est important, de même qu'il faut prévenir, alerter les gens sur ce qui va mal, il faut les informer sur ce qui va bien pour pouvoir en tirer des leçons pour demain. Alors, sur ce qui va bien, donc vous venez de le dire, votre ouvrage établit un bilan, on va dire, des évolutions positives de notre monde. Il met aussi en évidence les causes et les processus
processus qui ont permis ces progrès. Donc, vous le disiez, on voit que l'humanité va mieux, on voit qu'on est en meilleure santé, on note des progrès éloquents sur l'environnement, vous les avez cités, sur la violence, et vous exposez, vous, en définitive, 50 raisons d'être optimiste. On ne va évidemment pas tous les citer, vous en avez cité quelques-unes. Est-ce que vous avez cité des choses qui concernent, on va dire, le monde dans sa globalité, mais des choses qui concerneraient les Français dans leur quotidien, quelque chose de plus concret, qui leur parlerait, qui réussirait à les convaincre que ça ne va pas si mal? Oui, ben, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la criminalité, mais si vous prenez aussi l'environnement, par exemple, on dit ça va de plus en plus mal. Aujourd'hui, on peut se baigner dans la Seine, on se rappelle de cette fameuse phrase de Jacques Chirac. Ben, aujourd'hui, on peut se baigner dans la Seine à Paris. Et pourquoi on ne s'y baignera probablement plus jamais? C'est tout simplement parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a trop de passages de péniches et puis de bateaux de plaisance. Voilà. Mais réellement, il n'y a pas la pollution qu'il y avait il y a 20 ans. En France, par exemple, je vais dire, la biodiversité se porte mieux qu'il y a des années. Les forêts, par exemple. Alors, les forêts, ça c'est un autre exemple. Les forêts, elles ont retrouvé, la forêt française a retrouvé la même quantité, la même surface qu'à la fin du Moyen-Âge. Et tous les ans, la forêt française augmente de 50 000 hectares, c'est-à-dire 5 fois la surface de Paris. Qui le sait? Vous voyez, c'est des choses, c'est assez impressionnant. On parle justement de transition forestière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on gagne plus de forêts qu'on en perd, et dans un certain nombre de pays du monde, c'est également le cas. Alors si on vous suit, Jacques Lecomte, comment vous expliquez qu'il y ait une telle discordance entre l'état réelle de la planète et la façon dont elle est représentée dans les médias, même si on sait que ce sont les mauvaises nouvelles qui font vendre et pas les bonnes. Oui. Qu'est-ce qui explique cette discordance? C'est justement ça qui est faux. Cette phrase qui est de penser que les bonnes nouvelles ne se vendent pas. Je prends deux exemples, d'abord de la fiction. Quand vous regardez les films qui attirent le plus de spectateurs, eh bien c'est les films, moi je dis, où il y a de l'humour ou de l'amour. Quand vous avez les deux, ça vous fait intouchable. Amour, humour, vous mélangez ça, ça vous fait intouchable. Un carton absolu. Mais même au niveau des documentaires, regardez le documentaire Demain, de façon très surprenante, tout le monde a été étonné, mais ça a fait vraiment un gros plus d'1 million de Mélanie Laurent et Cyril Dion, plus d'1 million de spectateurs, de façon totalement inattendue. Les bonnes nouvelles se vendent bien, à condition de savoir bien les présenter. Et là, c'est nous les responsables, ce sont nous les journalistes, les médias qui dramatisons la réalité? Je ne veux pas vous culpabiliser outre mesure, d'autant plus que là, vous m'invitez pour parler de bonnes nouvelles. Donc, vous êtes dans cette dynamique positive. Mais oui, les médias parlent essentiellement de ce qui ne va pas, en croyant que c'est ça qui fait vendre, qu'il y a une sorte d'attente des auditeurs ou du lectorat. Mais c'est faux. Cette attente, il l'a créée. Et initialement, les gens sont intéressés par les bonnes nouvelles. Ça, c'est incontestable. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de positif à faire. Je reprécise, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne suis pas un partisan que de donner que des bonnes nouvelles. Pas du tout. Mais il faut donner les deux. Mais... En fait, quand on vous lit, on se demande, et quand on vous entend, on se demande s'il n'y a pas un danger à dire que ça ne va pas si mal. Parce que du coup, si on ne court pas la catastrophe, ne faisons rien d'autre, ne bougeons pas, restons en l'état, finalement ça fonctionne très bien. Mettre le doigt où ça ne va pas, c'est aussi alerter les gens, c'est aussi servir d'électrochoc à la population que de dire attention, il y a une pollution à cet endroit-là, attention, ne faites plus ça parce que vous allez détruire la planète. Absolument, et vous avez tout à fait raison. Et il y a un niveau d'alerte, d'alarme qui est nécessaire. Et donc dans ce sens-là, les journalistes et puis des associations ont un rôle très important à jouer, que je reconnais et qui est nécessaire. Maintenant, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que passer un certain seuil d'alarme, eh bien, ça fait exactement l'inverse. Ça produit l'inverse. Je prends un exemple, une étude qui a montré qu'aux États-Unis, maintenant, à force de donner des informations sur le changement climatique, ça augmente le nombre de climato-sceptiques, ce qui est exactement l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a des dangers, oui, il y a des risques qui sont devant nous, mais en même temps, il y a des moyens de les résoudre. Je prends l'exemple de la couche d'ozone. Oui. Le problème de la couche d'ozone, on nous disait tous, il y a 10-15 ans, qu'on allait tous mourir grillés à cause de ce trou dans la couche. Aujourd'hui, c'est dû au gaz propulseur qui était contenu dans les déodorants, etc. Et dans toutes sortes de produits, absolument. Et aujourd'hui, bizarrement, la presse ne parle plus de l'ozone. Elle ne nous parle plus parce que le problème est en train de se régler. Donc parlons-nous quand ça marche mal et parlons-nous quand ça règle. Et ce qui est très intéressant avec la couche d'ozone, c'est qu'en fait, le règlement remonte à il y a une trentaine d'années où l'ONU a rassemblé des adversaires, en l'occurrence des industriels, des environnementalistes, des ministères de l'environnement,
et des militants, enfin toutes sortes de personnes, et a permis, en les mettant autour de la table, que ses adversaires deviennent des partenaires, vous voyez. Et ça a marché, c'est-à-dire que... Une vaste collaboration. Les écolos, les environnementalistes ont eu un rôle important d'alerte. Les scientifiques aussi. Et les industriels, eux, ils avaient les moyens. Au début, ils ont un petit peu renaclé. Et après, ils se sont mis dans l'affaire. Or, c'est très intéressant parce que ce processus de collaboration, de coopération entre ex-adversaires, eh bien, on pourrait appliquer le même, c'est d'ailleurs en train de se faire maintenant avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que cette manière de faire, eh bien, elle peut s'adapter à d'autres situations. C'est ça le message. Le message n'est pas de dire tout va bien. Le message est de dire oui, il y a eu des améliorations. Maintenant, tirons profit de ces connaissances. Pour demain. Et prenons des décisions tous ensemble. Donc ça veut dire que dénoncer, dramatiser l'état dans lequel notre monde se situe parfois, ça peut provoquer un choc salutaire à court terme, mais c'est une erreur que d'aller uniquement dans cette direction. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes un passionné, Jacques Lecomte, convaincu que l'homme est prédisposé à l'altruisme et à la bonté. Alors ça veut dire que si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, ça veut dire que si l'actualité environnementale, si l'actualité politique, l'actualité sociétale était davantage axée sur ce qui va bien, est-ce que l'homme serait mieux disposé à être bienfaiteur, altruiste et qu'il exprime mieux sa bonté, c'est ça? Et oui, c'est exactement ça. Et surtout, c'est en montrant, des tas de recherches de psychologie ont montré qu'en montrant les exemples d'autres personnes, eh bien, ça touche le plus beau de ce qui est en chacun d'entre nous, c'est-à-dire le désir de se mettre au service des autres ou au service de la planète. Et plus on voit d'exemples de personnes qui agissent dans ce sens-là, plus nous-mêmes, ça nous donne, ça nous encourage, ça nous inspire pour le faire. Alors que quand on voit que des drames et que des meurtres et que des violences, mais on se désole sur l'état du monde et on se sent impuissant. C'est donc d'où l'immobilisme. D'où l'immobilisme, c'est le grand danger, c'est l'immobilisme des mauvaises nouvelles. Mais vous pensez vraiment que cet altruisme et cette bonté individuelle pourrait avoir un jour un impact important sur les changements sociétaux majeurs dans le monde entier? Oui, vraiment. Et pour les sceptiques, je dirais une chose. Là encore, c'est des études de psychologie qui montrent que, globalement, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et ce qu'ils pensent des autres, on a pratiquement tous tendance à se considérer comme meilleur que la moyenne des gens. Et c'est ça un effet dangereux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense que les autres sont moins bien que moi je suis gentil, moi j'ai envie de sauver la planète, je suis gentil avec les autres, mais les autres, je ne peux pas leur faire confiance. Eh bien non, les autres, ils ne sont pas pires que nous. Et à partir du moment où on change cette vision, que les autres sont au moins aussi désireux de faire le bien autour de nous, eh bien, du coup, tous ensemble, on pourrait s'engager. Parce que si je crois que les autres ne sont pas dignes de confiance, eh bien, je ne vais pas m'engager. Et c'est un cercle vicieux. Et moi, je prône la spirale vertueuse de la confiance en l'humain et en la capacité de chaque être humain à s'engager. Et c'est pour ça que ce livre, c'est un message d'espoir, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc vous y croyez, vous, à un avenir qui ressemblerait à celui que vous souhaitez, vous rêvez? Oui, j'y crois à une condition, c'est que chacun là où on est, on se retrousse les manches. C'est ce que j'appelle l'optiréalisme. Ce n'est pas un optimisme de l'attente, c'est un optimisme de l'engagement individuel et collectif. Merci beaucoup Jacques Lecomte pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez, c'est aux éditions Les Arènes. Merci de m'avoir invité.